La mention du public 2023 est attribuée à Caroline Bouffot pour Thelma, parue aux éditions Fig. Bravo à elle. Bravo à elle. Bonjour Caroline Bouffot. Bonjour Olivier. Alors mardi 28 sur la scène de la Maison de la Poésie. Alors Maison de la Poésie, c'est à Paris, dans un passage, dit passage Molière, parce que avant cette Maison de la Poésie se trouvait le théâtre Molière. Donc bon, c'est plutôt de bon augure. Et donc dans cette Maison de la Poésie, sur scène, vous avez reçu un prix qui est la mention spéciale du prix hors concours. Exactement. Alors bravo. Merci beaucoup. Vous avez reçu cette mention spéciale, bien entendu, pour un livre qui s'appelle Thelma. Alors, avant de se lancer dans notre discussion pour ce podcast, je vais tout de suite passer un extrait assez long de l'interview que Isabelle Motro. Alors Isabelle Motro, c'est une journaliste littéraire, donc qui vous interviewait lors de cette remise de prix. Et au moment où je vous interviewe, je crois que vous ne saviez pas que vous alliez... on ne savait pas. On n'avait aucune idée de qui allait gagner. Non. Le suspense était entier. Donc voilà, l'interview a donc eu lieu juste avant la remise de prix. Je vous propose, chères auditrices et chers auditeurs, de l'écouter avec nous. Bonsoir. Alors vous avez écrit, c'est votre premier roman, Thelma, dont je vais faire le pitch. Alors Thelma Gardel a 15 ans, elle est anorexique, et une anorexie qui est incarnée par une voix qu'elle entend en permanence, qu'elle appelle l'entraîneur. Et cet entraîneur, en fait, il lui impose une vie de privation, de discipline de fer, et d'autant que Thelma, elle pratique la course à pied avec une rigueur implacable, comme tout ce qu'elle fait. C'est le problème de l'anorexie en général. Mais Thelma, elle sait qu'elle est malade et elle veut s'en sortir. Ça, on le sait très vite. Et elle va, avec l'aide de sa meilleure amie Violette, se fixer un objectif, une sorte de défi qui devrait la sortir de sa maladie. Et je ne vous en dis pas plus. Est-ce que c'est une bonne idée ? On ne sait pas. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est parfait. Alors, c'est votre premier roman, Caroline Bouffot. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs quand on lit ce livre, vous avez une maîtrise du style très impressionnante. Et vous avez déclaré que ce qui vous avait décidé à écrire, ce sont 2 déclics. Alors ça m'a intriguée. Le premier, pas tellement, parce que le premier déclic, c'est relire des journaux intimes de l'époque où vous aviez vous-même 15 ans. Donc on se dit, bon, comme tous les premiers romans, il y a un peu d'autobiographie, c'est normal. Mais aussi la lecture du livre du cinéaste et professeur Yves Lavandier qui s'appelle La dramaturgie. Alors là, pourquoi ? Parce que dans cet ouvrage, en fait, Yves Lavandier, il parle beaucoup de ce qui crée un personnage marquant dans une histoire. Et donc, il développe toute une théorie autour du conflit, en expliquant que plus le conflit est interne, plus le conflit est intériorisé, plus l'histoire a une chance d'avancer et d'intéresser un lecteur. Et donc j'avais en lecture donc ces vieux journaux où je voyais des contradictions à chaque ligne, et donc un conflit intérieur évident. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose de cette matière-là. La maladie mentale, en tout cas, l'anorexie, c'est le conflit intérieur parfait pour créer une histoire. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Thelma et son antagoniste imaginaire qui est l'entraîneur. Alors l'entraîneur, on apprend à le connaître tout au long du livre, et évidemment c'est vraiment l'incarnation de l'anorexie avec tout ce qu'elle a de sans pitié en fait, c'est quelque chose de vraiment sans pitié et sans fin, on espère que non, mais c'est son but. Mais on découvre aussi son entourage à Thelma. Alors il y a ses parents bien sûr, il y a sa petite sœur, il y a son amie Violette qui elle n'est pas du tout anorexique, et on se rend compte par contre que justement cette maladie elle impacte énormément l'entourage, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, du mal à comprendre et du mal à guérir en fait, ou en tout cas on a du mal à se comporter correctement. Est-ce que c'est une sorte de message que vous avez voulu adresser à l'entourage des gens qui ont cette maladie ? Je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup.
d'essayer de me mettre dans la peau de tout cet entourage. Donc des parents, c'est un entourage, alors Thelma elle a beaucoup de chance, hein, c'est un entourage qui est quand même hyper bienveillant, qui tolère énormément de choses de sa part, puisque donc même un adolescent qui souffrirait pas de ce genre de maladie, ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Avec cette maladie en plus, il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés. Donc elle a cette chance-là d'avoir un entourage qui l'aide. Mais oui, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de mettre à la place de toute cette galerie de personnages et de faire évoluer l'histoire dans le sens où au départ on est très très autocentré, on est vraiment essentiellement dans la tête de Thelma, dans sa lutte avec l'entraîneur, et puis peu à peu donc on va découvrir son père, sa mère, sa copine, son prof de sport, qui ont tous des rôles un peu différents, qui essayent tous de l'aider à leur manière, pas forcément avec les meilleures initiatives. Oui, pas forcément la bonne. Hein. Voilà, mais c'était aussi de montrer que quand on a envie d'aider quelqu'un qu'on aime, parfois on ne prend pas les bonnes décisions et puis on est un petit peu poussé au bout et donc voilà, je pense pas que ce soit des conseils. Par exemple, je donnerais pas du tout à quelqu'un dont la fille est anorexique le conseil de la pousser à séduire un prof de lycée. En revanche, voilà, de voir comment dans ce genre de situation on peut réagir avec nos différentes sensibilités, ça m'intéressait. Mais alors cet entourage, ça vous permet aussi d'avoir un ton tout à fait inattendu quand on traite de l'anorexie, qui est quand même une maladie grave, hein, parfois mortelle, et cet entourage qui est très différent et qu'on rencontre par petites touches au début, ça vous permet quand même d'ajouter de la légèreté, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre, ce qui est, comme je le disais, un tour de force quand même. Alors c'est vrai que moi, dès le départ, quand j'ai décidé d'écrire autour de l'adolescence et de l'anorexie, j'avais vraiment pas envie d'écrire un livre plombant. Il y en a déjà plein sur ce même sujet, donc c'était vraiment la peine d'en rajouter. Et puis surtout, j'avais envie de dépeindre, que le livre traite de ce sujet plus large que l'anorexie. Donc ça devait parler d'adolescence, de fratrie, de famille. Et puis Thelma, elle a une vision de sa maladie, en tout cas elle la ressent comme une sorte de préparation avant sa vraie vie. Donc elle la voit comme un sas où elle est en train de se préparer, où elle doit accepter des choses très très difficiles, des privations, un entraînement acharné, mais tout ça en vue d'un jour arrêter, d'un jour de guérir, de se débarrasser de ça et de faire un peu son entrée dans la vie. Et donc j'avais envie que ça ressorte, donc plus comme une pulsion de vie que comme quelque chose de mortifère. Mais alors justement, il y a évidemment le corps est au cœur, si j'ose dire, du livre, puisque l'anorexie, ça touche vraiment, c'est psychologique, mais ça touche vraiment au corps et à tout ce qui est plus concret, mais ce qui est doublé par le fait que Thelma, elle a 15 ans. Donc c'est de toute façon une période où le corps est en pleine transformation, puisqu'on découvre des tas de choses, surtout quand on est une jeune fille, ce corps qui est en proie au désir, et donc là aussi c'est une sorte de sas pour passer à la vraie vie, l'adolescence. C'était compliqué de traiter les deux, j'imagine, quand vous l'avez écrit. C'était intéressant, oui, je pense que c'est très réussi, je dois dire, mais c'est vrai que c'est un tissage. Je pense que le fait que Thelma, au fil des chapitres, va commencer à éprouver des sentiments, pas forcément pour les bonnes personnes, mais en tout cas être un peu plus en lien avec la partie charnelle, oui, avec le désir en fait. Voilà, ça commence à indiquer que la maladie est peut-être pas complètement derrière elle, mais qu'en tout cas elle commence à la maîtriser. Et donc j'avais envie que les deux choses se bâtissent en parallèle, puisque c'est ça dans la vie. Il n'y a pas forcément des séquences très très claires, mais voilà, les choses se font en parallèle et puis essaye d'aller dans la bonne direction. Et avance de connivence, on peut dire. Voilà, nous voilà de retour après cette longue interview. Donc Isabelle a fait une partie de mon travail et je la remercie. Moi, ce que je voulais creuser avec vous, Caroline, c'est justement en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast,
c'est de savoir déjà d'où vous était venue l'envie d'écrire. Puisque là, on a déjà parlé bien du roman. Qu'est-ce qui vous avait donné précisément sur ce roman l'envie d'écrire, la découverte d'un journal intime, la lecture d'un essai sur la dramaturgie. Sur la dramaturgie, oui, ça m'a donné envie de le lire. Ouais, il est super. C'est un gros pavé. Hein. Mais donc, je vais revenir encore un peu en arrière pour savoir, voilà, comment est-ce qu'on décide d'écrire un livre un jour. Comment ça se passe? Je crois que moi, le goût de l'écriture, je l'ai toujours eu. Enfin, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré écrire des petites histoires. Transformer des anecdotes familiales en petits billets, en petits épisodes. Enfin, voilà. Dans l'enfance, l'écriture était assez présente. À l'école, j'adorais ça. Ça a toujours été assez naturel pour moi. En revanche, j'ai pas écrit de manuscrits ni de romans avant assez tard. C'était à l'occasion une période où j'avais du temps devant moi parce que j'étais en congé maternité et où je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc là, je me suis lancée dans un manuscrit sans savoir du tout que ça allait devenir un manuscrit. Vraiment, c'était pas Thelma, c'était le manuscrit d'avant. Et j'ai adoré l'exercice. Vraiment, je voyais pas le temps passer. Je m'y mettais le matin et je pouvais rester 6 heures sans lever la tête, sans regarder un écran. Enfin. Et donc là, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Donc ça, c'est un manuscrit que j'ai encore dans mes tiroirs et qui ne verra probablement jamais le jour. Mais ça a été le premier, un peu le premier révélateur du fait que j'étais capable de tenir une histoire sur la durée. Et surtout que ça me plaisait, que j'avais envie de m'y remettre tous les jours. Et je pense que ça m'a donné la force de me lancer dans une autre histoire qui a été Thelma. C'est vrai qu'on dit, il y a beaucoup d'écrivaines et d'écrivains qui nous disent que ça peut être dur parfois de l'écriture, c'est solitaire, puis il faut s'astreindre à du temps, puis parfois on n'a pas envie, pas d'idée, je sais pas quoi. Mais là, ce que vous venez de me dire, que je trouve peut-être plus original, c'est qu'il y a un vrai plaisir aussi à s'immerger dans l'écriture. Ah et moi c'était vraiment de la joie, c'était plus que du plaisir, c'était vraiment un moment très joyeux. Alors, il est vrai que le premier manuscrit que j'ai écrit, ça parlait d'un canular familial sur fond un peu de farce et attrape. Enfin, c'était assez fantaisiste. Donc, c'était un univers qui était quand même assez rigolo. Mais oui, il y avait vraiment de la joie à s'y mettre. Et c'était pas du tout... Effectivement, moi aussi, j'ai lu plein de témoignages d'écrivains qui disent que c'est vraiment une douleur quotidienne, que c'est un enfer. Mais moi, ça n'a jamais été mon cas. Alors là, vous dites donc que le manuscrit non publié est assez rigolo, mais c'est vrai que dans le livre Thelma publié, et ça a été noté notamment aussi par différents critiques, il y a beaucoup d'humour, alors même que le sujet ne prêterait pas forcément à rire. Et comment on travaille ça, l'humour en écriture? Parce que moi-même, alors j'ai vraiment ri franchement. Alors j'avais même noté, peut-être que ça va pas faire rire là nos auditeurs, il faut contexte. Exactement. Mais voilà la phrase qui m'a fait beaucoup rire dans son contexte. C'est la mère de Thelma qui est un peu proche de la crise de nerfs, là, il faut le dire, puisqu'il lui arrive pas mal de mésaventures, notamment à cause de sa fille. Et là, c'est son anniversaire, et donc il y a une petite notation comme ça. Après toute une montée en tension, oui, qui dit « Pour ses 46 ans, sa fille anorexique lui offre une crêpière multifonction ». Et là, j'avoue, j'ai ri franchement. Mais voilà, donc, effectivement... Mais c'est assez marrant que vous preniez cet exemple-là, parce qu'en fait, c'est justement... je pense que dans la maladie mentale comme l'anorexie, et même comme dans plein de cas où on est confronté à des situations un peu difficiles, finalement, quand on les regarde avec de la distance, l'humour apparaît. Quand on a suffisamment de distance sur le moment, je pense que recevoir une crêpière multifonction, ça peut vraiment faire vriller, surtout de la part d'une jeune fille qui refuse de s'alimenter. Mais déjà, je pense que cette anecdote... à peu de choses près, elle a lieu dans plein de familles avec des jeunes filles anorexiques, puisque en fait, c'est un pendant de la maladie qui est qu'on a une sorte de pulsion de nourrir son entourage tout en s'affamant soi-même pour creuser une sorte de différence entre eux, asseoir une sorte
un peu de puissance intellectuelle, une puissance physique par rapport au commun des mortels qui a besoin de s'alimenter. Et en fait, on accentue ça en les nourrissant. Et c'est vrai que quand on regarde ça avec un peu de distance et qu'on voit comment ça peut se matérialiser, bah ça donne des situations qui sont un peu cocasses et qui paraissent complètement improbables. Et en fait, dans le cadre de la maladie mentale, peuvent effectivement arriver. Et vous, quand vous écrivez ces scènes-là, mais en général, derrière votre manuscrit, c'est très construit en termes... Vous faites d'abord un plan, comment ça s'est passé, ou c'est une écriture plus qui suit le fil justement de l'inspiration, on va dire, ou du travail du jour? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors, mon naturel, c'est de pas faire de plan, c'est-à-dire que toujours quand j'ai écrit, ça a toujours été un peu au fil de la plume, même dans mes études. Enfin, quand je me rappelle de faire de très très longues dissertes avec 3 lignes de plan. Enfin, vraiment, c'est pas mon truc d'organiser séquentiellement les choses. En revanche, là, pour Thelma, je m'étais un petit peu forcée quand même à avoir une trame. Mais voilà, ça tenait sur peut-être une demi-page, quoi. Je savais qu'il y avait quelques grandes étapes. Je connaissais pas la fin, mais je savais que je voulais aller vers quelque chose de plutôt... enfin, en tout cas, pas plombant, quoi. Qu'on puisse imaginer une fin plutôt heureuse. Et j'avais quelques étapes. Mais non, j'ai pas fait de plan précis. Et je pense que ça me fait perdre du temps de ne pas en faire, mais je pense aussi que je suis dans l'incapacité de faire un plan, parce qu'en fait, finalement, je connais pas assez mon histoire, je connais pas assez mes personnages avant, de prime abord, pour pouvoir vraiment écrire ce qui va leur arriver, quoi. J'ai besoin de... l'écriture engendre l'écriture, et en fait, c'est un peu comme si j'enlevais des calques au fur et à mesure que j'écris, et donc je les vois apparaître un peu plus... les contours sont plus nets, et donc je vois un peu plus clairement comment ils peuvent réagir. Et donc l'histoire avance, en tout cas là pour Thelma, l'histoire avançait un peu plus organiquement. Ce que vous me dites là, ça me fait penser à le mot fin notamment. J'ai vu une exposition là récemment de Sophie Calle au musée Picasso. Mm-hmm. Je vous la conseille, elle est très, très, très bien. Et elle a relevé une citation de Picasso à un moment. Bon, il y a beaucoup de textes, comme dans tous les expos de Sophie Calle. Et qui dit, alors je ne sais plus, je vais pas chercher à la citer parce que je l'ai oublié, mais en fait, elle parle des choses achevées. Alors, Picasso détestait le mot fin, justement, il détestait dire que c'est terminé, parce que pour lui, quelque chose qui est terminé, c'est la mort. Donc, et après, il n'y a rien. Donc, pour lui, une œuvre, elle est toujours bien quand elle donne l'impression de ne pas être tout à fait achevée. Alors, comment on dit, comment on choisit de dire quand même que c'est la fin du roman. D'arrêter là. Ouais, bah alors c'est une super question, surtout vis-à-vis de Thelma, puisque moi alors ça je l'ai pas forcément mentalisé toute seule, mais je crois qu'une de mes premières bêta lectrices m'avait dit ça, m'avait dit en fait ton roman c'est une tranche de vie de 6 mois dans la vie d'une famille qui a une adolescente qui affronte une grosse difficulté. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une tranche de vie. Donc, à la fin, il n'y a pas une fin ultra claire. Voilà, personne ne meurt, personne ne ressuscite. C'est une tranche de vie. On se dit que ça va aller dans une certaine direction. Mais effectivement, je pourrais entendre que certaines personnes disent que ça reste en suspens. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'on va retrouver Thelma plusieurs années après? Et c'est vrai que pour moi, je pensais que là, j'en avais fini avec cette histoire, qu'elle avait vécu ce qu'il fallait pour pouvoir après un peu se débrouiller sans moi, d'une certaine manière. Mais oui, ça aurait pu continuer, quoi. C'est vrai que c'est difficile de se dire, ça va s'arrêter là. C'est vrai que c'est un personnage auquel on s'attache, même si elle est pas très sympathique. Enfin, elle a un côté un peu... comment dire, oui, un peu fermé sur son propre, tout à fait, maladie, c'est pas ses facile, propres obsessions. Mais son dynamisme, sa volonté compense, on va dire, puis on a envie de... je pense de la suivre. Probablement qu'on s'attache parce qu'elle elle vit elle-même un conflit vraiment très intense, qu'on sent qu'elle a envie de s'en sortir, mais qu'elle s'y prend pas forcément de la manière dont qu'on lui conseillerait. Mais bon, en n'étant jamais... quelqu'un qui n'a pas été dans cette situation ne peut pas se rendre compte que
qu'elle tente plein de choses en espérant qu'il y ait quelque chose qui marche, quoi. Alors j'aurais pu lire un extrait, mais sur scène, il y avait un comédien qui lisait très bien. Formidable. Oui. Donc on va lui laisser la parole. Et je vous propose d'écouter donc l'extrait. Alors c'est un extrait du tout début du roman. Ouais, c'est toute première page. Dans le premier chapitre. Donc bonne écoute. Dans la salle d'attente, elle s'assied, croise les jambes et passe ses doigts contre son legging, par-dessous, pour souder ses lèvres l'une contre l'autre à travers le tissu. Normalement, cela diffère l'envie d'uriner. Mais dès qu'elle retire sa main, la pesanteur réapparaît. Se changer les idées. Son portable ne dispose que de 5% de batterie. Elle attrape Grazia sur le présentoir. Quelqu'un a rempli le test. Quelle amoureuse êtes-vous? Au stylo vert, à côté de ses réponses de la semaine dernière. Ils n'ont rien coché de commun. Mais comme elle avait calculé son compte pour tomber sur amante fusionnelle, difficile de tirer des conclusions. Elle se demande qui est l'autre. Peut-être quelqu'un de son lycée? Un alter ego en liberté surveillée? Tout en elle sue. Son corps cherche à se débarrasser de l'excès de liquide par tous les moyens. Combien de litres peut-on perdre par la transpiration? Est-ce que le poids de l'eau reste sur la peau? Quelle proportion s'évapore? Elle ne veut pas qu'il se méfie. Surtout qu'ils n'ont pas de raison de se méfier. Elle va de mieux en mieux. Elle appuie plus fort sur son autre jambe. Elle aurait dû apporter un carnet pour réfléchir à la disserte. Le prof avait l'air si fier de son sujet. Un personnage de roman doit-il être admirable pour intéresser le public? À côté de Thelma, Violette a mimé le suicide par balle. Thelma a promis de l'aider pour le plan. Elles s'appelleront ce soir. Dans 3 minutes, elle se pisse dessus. Est-ce que le docteur la pousse dans ses retranchements? Ce serait tellement dommage qu'il soupçonne quoi que ce soit. Elle qui fait tout ça pour eux. Eux, les adultes, qu'il faudra remercier le jour où. Parents, médecins, gynéco, psychiatres. Guérir, c'est aussi pour elle, bien sûr. Elle le sait, évidemment. Elle est en bonne voie. L'horizon s'éclaircit, ses tripes ne mentent pas. C'est pour ça que si la balance affiche 2 kilos de moins qu'attendu, la claque sera terrible. Et tellement injuste après ses efforts des dernières semaines. On s'inquiétera, on renforcera la traque, on ne la croira plus. Et si on ne la croit plus, elle n'y croira plus non plus. L'élan s'arrêtera net, la vraie vie s'éloignera un peu plus. On prendra des mois dans la vue, peut-être des années. Elle ne peut pas s'offrir, pour le moment, le confort de la vérité. Elle doit arranger la réalité pour placer toutes les chances de son côté, le temps de rattraper le chiffre officiel. Le docteur raccompagne une dame âgée à la porte. Thelma se lève, l'abdomen gonflé, comme un bébé somalien sur les posters d'opération bol de riz. Le médecin ne remarque rien. Comme d'habitude, il est obsédé par l'écran digital sous les chaussettes de Thelma. 43, ça ne bouge pas beaucoup. Tu prends tes vitamines? Oui. Non. Elle en a décortiqué la composition. L'excipient qui enrobe les gélules finit en ose. Du sucre en embuscade. Elle a trouvé ça mesquin de la part de Meunier. Une trahison un peu minable. De toute façon, elle ne lui fait pas confiance. Il est à la solde de ses parents et ne se donne même pas la peine de prétendre le contraire. Et le fer aussi, comme si elle avait le choix. Une fois par mois, une prise de sang contrôle son taux de ferritine. Sa mère a prévenu, c'est ça ou la viande rouge. Du coup, c'est ça. Quelques gouttes tombent dans sa culotte. Elle demande si elle peut y aller. 1 tonne de devoirs pour demain et une desserte à commencer. Ça carbure toujours au lycée. Hein? Oui, ça va. Le travail scolaire, c'est important, Thelma. Mais moins que ta santé. Bien. À mercredi prochain, même heure. Nous sommes de retour avec Caroline Bouffot. Et maintenant, alors, je voulais plus aborder, puisque grâce à Isabelle, grâce aux comédiens, grâce à notre première partie d'interview, on a déjà quand même pas mal parlé du contenu du roman.
Mais la relation, une fois qu'on a écrit un roman et qu'on a dit que c'était la fin, même une fin qui pourrait évoluer ou qui pourrait donner lieu à des suites, comment ça se passe, l'éditeur? Comment on trouve un éditeur? Alors en plus, c'est très particulier puisque il se trouve que c'est un premier roman d'une toute jeune maison d'édition, donc c'est un premier roman pour une première publication d'une maison d'édition qui vient de naître, donc les éditions Fugue. Comment ça s'est passé cette rencontre? Puisque là, il y a rencontre. Là, il y a vraiment eu une rencontre, ouais, et c'était, alors c'est assez atypique. Donc moi, j'ai rencontré mon éditrice à une soirée. J'ai fait plusieurs fois des ateliers d'écriture, dont un il y a 5 ans auparavant. Et j'étais restée en contact avec les participants, enfin une grosse partie des participants de cet atelier. On est 6 ou 7 à être restés en contact étroit. Et on se voit tous les mois. Donc là, ça fait maintenant 6 ans qu'on fait ça. On se voit tous les mois chez l'une des participantes pour se lire nos textes. Donc chacun continue à écrire de son côté et on se lit nos textes et voilà, on écoute les critiques respectives pour essayer d'avancer. Et à une de ces soirées, Sophie était invitée par un des participants et elle était en réflexion, enfin elle venait de quitter une des maisons d'édition dans laquelle elle avait fait sa carrière et elle réfléchissait à monter sa propre structure, mais c'était pas encore fait. Et il s'est trouvé par un hasard assez fabuleux que ce soir-là, moi je lisais le premier chapitre de Thelma. Alors j'étais déjà un petit peu plus avancée dans l'histoire, mais là je lisais le premier chapitre. C'était la première fois que je parlais de ce roman à mes collègues là. Et donc Sophie était là, elle a écouté, elle n'a pas tellement rebondi sur le moment, pas fait tellement de critiques. Puis finalement elle est revenue quelques mois plus tard, j'ai lu un autre chapitre un peu plus avancé dans le livre, et puis après donc voilà, elle m'a dit quand ce sera terminé, j'aimerais bien le lire en entier, envoie-le-moi. Et puis elle m'a relancée. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Donc elle a avancé en parallèle sur son projet, enfin sa nouvelle, son nouveau projet professionnel et donc la fondation de Fugue. Et moi je finissais le manuscrit et c'est tombé que voilà, ça lui a plu. On n'a fait quasiment aucun changement et ça a été donc leur premier roman. C'était pas leur première publication parce qu'ils avaient publié un livre de musique quelques mois avant, mais c'était le premier roman de la maison d'édition. Voilà, c'est ça. Donc la maison s'appelle Fugue et effectivement il y a deux collections, une de musique et une de littérature. Ouais, c'est une belle histoire. Et c'est vrai, donc pour revenir au prix hors concours, donc une des spécificités du prix hors concours, c'est précisément de s'intéresser à des romans, des récits qui sont issus de maisons indépendantes. Donc souvent des petites maisons, mais justement indépendantes parce que voilà, elles n'appartiennent pas à des grands groupes éditoriaux. comme l'actualité littéraire nous en parle souvent dans les médias. Oui, c'est des structures qui sont beaucoup plus petites, ouais, qui ont un catalogue beaucoup plus restreint. Ouais. Et donc, oui, alors cette histoire aussi, les ateliers d'écriture, ça c'est vrai, ça revient aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de solitude un peu de l'écrivain, enfin brièvement, et là c'est un moyen de ne pas être seul précisément et d'avoir un premier, des gens qui vous écoutent avec bienveillance, c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'intérêt en fait finalement de... Alors moi j'en ai fait selon plusieurs formats et avec différents organismes. Là ça fait un moment que j'en fais plus, mais au départ je crois que ça m'a permis, ça m'a décomplexé en fait. Enfin ça m'a fait beaucoup de bien de lire mon texte devant des inconnus qui devenaient au fur et à mesure des séances des gens que je connaissais et dont j'appréciais aussi les textes. Moi, déjà l'exercice de lire à haute voix sa propre production, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour moi et je pense qu'il n'est pas naturel pour beaucoup de monde. Donc c'est un exercice qui est assez salutaire quand on s'y met et qu'on y arrive. Au début, on sue des litres, on a des palpitations et puis finalement après, on est content de l'avoir fait. Et ce qui est hyper riche, je trouve, c'est d'avoir plusieurs points de vue sur le même texte. Parce que parfois...
Si on est un peu influençable, comme c'est mon cas, on va faire lire son texte à un bêta-lecteur et puis on va prendre un peu pour argent comptant ses retours. Et quand on lit son texte devant plusieurs personnes en même temps, forcément, parfois les retours s'annulent. Parfois, quelqu'un va avoir réagi sur une phrase qui lui semble de trop et quelqu'un va dire ah non, mais moi j'ai adoré, ça m'a fait rire. Et en fait, c'est très libérateur d'avoir plusieurs avis en même temps et de pouvoir avoir une discussion en fait sur son propre texte. Donc moi je trouve j'ai beaucoup de chance d'avoir cette espèce d'atelier officieux qui continue avec ces personnes que j'apprécie beaucoup et qui me font des retours intelligents. Oui, c'est vrai, c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, oui, pas simplement un lecteur de confiance, mais... Oui, parce que la difficulté, après, les ateliers comme ça d'écriture, souvent les participants s'inscrivent pour avoir le retour de la personne qui mène l'atelier, qui est souvent un auteur chevronné, et donc on va un peu boire ses paroles, et c'est normal. Mais il y a plus que ça, en fait. Il y a aussi tous les retours des autres participants qui sont bien souvent des grands lecteurs, parce que souvent quand on écrit on lit beaucoup, donc ils ont des retours intéressants. Et je trouve vraiment le fait d'avoir un petit groupe comme ça là, de 10-12 personnes maximum, c'est hyper riche. Et c'est marrant là, quand vous parliez de lire devant des gens dans son propre texte. Hier, il se trouve que j'ai regardé un film que j'ai vu il y a très longtemps, c'est Le Cercle des poètes disparus. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Et il y a une scène dans ce film où les jeunes gens, les jeunes garçons, c'est une école de garçons, doivent lire leur poésie devant la classe. Puis ensuite, ils ont un cercle aussi plus intime de lecture, mais ça m'a fait penser à ça, où on voyait la difficulté c'est pas naturel, propre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens à qui ça vient naturellement. Et vous disiez, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast, qu'effectivement un écrivain était d'abord et avant tout un lecteur ou une lectrice. Est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs et nos auditrices des livres que vous avez aimés, que vous aimez Ah ouais, mais alors là c'est difficile comme question. Moi j'adore, alors c'est vraiment pas du tout original, mais j'adore Romain Gary. En particulier La vie de Vinçois sous son nom de plume d'Émile Ajar, et La promesse de l'aube, c'est mes deux préférés. Non, et Les Cerfs-Volants aussi. Les Cerfs-Volants, il est exceptionnel, il est vraiment exceptionnel. Il est un peu moins connu, mais il est exceptionnel. Et sur l'adolescence, parce que du coup là on parle d'adolescence avec Thelma, il y avait deux livres que j'ai énormément aimés, et que j'ai lus, alors pour l'un avant Thelma et pour l'autre après. C'est Champion de Maria Pourchet, qui est formidable, qui est vraiment formidable. C'est l'histoire d'un adolescent perturbé, on ne sait pas trop bien pourquoi, qui vit avec un loup imaginaire, et qui a une verve exceptionnelle, dans le style de Maria Pourchet, mais je trouve que toute l'ironie est parfaite dans la bouche de cet adolescent. Et sur l'adolescence aussi, je dirais Isidore et les autres de Camille Bordas. C'est un livre un petit peu plus ancien, mais qui raconte l'histoire d'un ado normal dans une famille de surdoués. Il a plein de frères et sœurs qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, et lui c'est le seul qui est un peu scolairement disons normal, et qui est un peu plus en lien avec ses émotions. Et c'est un livre aussi qui, je trouve, qui fait du bien, qui est à la fois hyper sensible, attendrissant. C'est un chouette livre. Merci beaucoup pour ce conseil. Et alors ma dernière question, c'est si quelqu'un venait vous demander des conseils, mais cette fois pour écrire, pour se lancer dans l'écriture d'un roman, qu'est-ce que vous lui diriez comme premier conseil ? En fait, le seul conseil, c'est de ne pas lâcher, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très très long d'écrire un roman, à part quelques exceptions. C'est vraiment très long, et il y a tellement de raisons de se décourager, que peut-être le seul conseil, c'est d'essayer d'écrire le plus régulièrement possible, pas forcément beaucoup, mais le plus régulièrement possible pour jamais se déconnecter de son histoire. Donc essayer de garder un rythme, jamais laisser le texte plus d'une semaine, quoi. Essayer vraiment d'écrire si possible tous les jours ou tous les 2 jours, même un tout petit moment. Je pense que c'est important. Sans trop se relire au début. Alors allez-y, persévérez.
Toujours merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle donc que votre livre Thelma, paru aux éditions Fugue, est disponible en librairie. Merci Caroline Buffon. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.